Dans les pestes historiques, on a quelques éléments qui sont actuellement intégrés. Et il y a quelques éléments qu'on a réussi à éclairer au fur et à mesure. Donc la peste d'Athènes, c'est bien la typhoïde. Les gens qui ont fait ça ont utilisé la même technique que nous sur les dents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de trouver... Alors les gens ont beaucoup remis ça en cause, mais vous verrez, il y a deux dingues anglais, un qui s'appelle Gilbert, l'autre qui s'appelle Prentice, qui ont dit que c'était pas possible, que c'était pas vrai de faire de la microbiologie. On s'est battu contre eux pendant 15 ans. Et donc ils ont dit aussi que c'était pas vrai qu'en Grèce c'était la typhoïde. Et puis on vient de trouver à Mexico que dans l'énorme épidémie qui a décimé Mexico après la rencontre avec les Espagnols, c'était essentiellement la typhoïde aussi. Donc tout le monde disait jusqu'à présent c'est la variole, c'est la rougeole. Alors, elles ont probablement joué leur rôle, mais la mortalité massive a été l'importation d'une maladie à transmission par l'eau, le soulier, qui est la typhoïde. Ça, c'est très récent, ça vient d'être découvert. La peste antonine, je ne sais pas ce que c'est, la peste justinienne, elle était décrite, on le sait, avec beaucoup de précision par Procope. Si vous n'avez pas lu ça, l'histoire secrète, il faut lire ça, parce que c'est extraordinaire, c'est une description médicale. Il y a même la napate qui est décrite de la truc, et c'est lui qui est le premier à utiliser, je crois, le mot bubo. Bubo, ça veut dire haine en latin, c'est parce qu'il y avait des ganglions de laine. Les ganglions de laine avec de la fièvre sévère, il n'y a pas d'autre maladie que la peste à ma connaissance, ni avant, ni après. Après, je parlerai des premières sur lesquelles nous on a travaillé. Et puis dans les périodes post-colombiennes, la syphilis, dont bien qu'on ait commencé sur la théorie de... mon ami Dutour, que la syphilis existait de manière précolombienne, il m'a renvoyé des trucs. Je vais tester parce que je suis prêt à changer d'avis, chacun sait, mais je crois toujours que ça vient des États-Unis. C'est vraiment arrivé sur le bateau. C'est décrit sur le bateau de Colomb, quand même, la syphilis. C'est décrit sur le bateau de Colomb. Hein. Donc, les marins vont attraper ça en revenant de la découverte de l'Amérique. Nous, on a envoyé, on a dit la typhoïde, la rougeole et la variole, c'est nous qui leur ont fait cadeau. Ils ont fait cadeau de la syphilis et ils nous ont fait cadeau du typhus, parce que le typhus est venu d'Amérique, pour tout ce que l'on en sait. Et d'ailleurs, on connaît le réservoir zoonootique. Toutes ces maladies sont des zoonoses, pour commencer. Et le seul endroit dans lequel il y a une zoonose, le typhus, c'est en Amérique. C'est connu chez l'écureuil volant, qui peut le transmettre de temps en temps dans des cas humains. Liés aux écureuils volants. Donc on sait que c'est une zoonose qui vient d'Amérique, le typhus. Il n'y a aucun cas qu'on ait réussi à avoir de typhus avant, microbiologiquement, hein, avant le retour de Christophe Colomb. Donc ça, c'est les différentes épidémies que l'on a pu avoir et qui sont souvent synchrones des guerres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça explique pourquoi on s'est trompé pendant si longtemps pour l'épidémiologie de la peste. C'est souvent contemporain des guerres. C'est souvent contemporain des guerres parce que dans les guerres, il se passe quelque chose au niveau de l'hygiène et au niveau de la densité humaine. D'accord ? La densité humaine, effectivement la densité urbaine, associée à une très grande rapidité. Et donc, dans les temps modernes, on sait que dans la Première Guerre mondiale, dans la révolution bolchevique et maladies transmises, enfin, les maladies transmises par les poux ont atteint des niveaux absolument colossaux, mais aussi dans la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration, le typhus a sévi, la fièvre des tranchées a saisi. Et puis la dernière grande pandémie moderne, ça a été la grippe espagnole. Alors, bien sûr, il y a des problèmes avec les descriptions. Je ne veux pas rentrer là-dessus parce que je suis sûr que Cluzemi va vous raconter ça et vous montrer des photos encore pires que les miennes. Mais je vais vous dire pourquoi nous, on a travaillé dessus. Donc, c'est effectivement Olivier Dutour qui voulait démontrer que chacun a raison de vouloir penser que les autres ont tort. Moi, c'est mon avis. Donc, je trouvais c'était une bonne idée de penser. Moi, j'étais sûr que je continue à l'être, que la syphilis vient d'Amérique. On a d'ailleurs des données actuellement de génomique qui laissent penser que c'est vraiment clair et que c'est apparu là-bas très très peu de temps avant l'arrivée de Colomb. On pense que c'est un siècle avant l'arrivée de Colomb que ça a évolué à partir du trépolème du Pian. On pense ça. Et on pense qu'il est en train de se passer la même chose chez les singes. Il apparaît une syphilis du singe actuellement qui a probablement 20 ou 30 ans, pas plus que ça. À partir du Pian, quelques mutations, et ça devient vénérien et donc ça file. Et donc, on avait travaillé sur des os. Vous voyez cet os-là, avec Michel Dancourt, il nous apporte un os, il faut prouver la syphilis. On a essayé de faire la PCR là-dessus, mais c'est des os, c'est exposé à un truc, c'était plein d'inhibiteurs. Et on a fait ça pendant 2 ans ou 3 ans, et puis on a fini par dire que c'était pas bien. Et puis, dans le même temps, alors ça je ne l'ai pas lu à l'époque, mais circulait
comme maintenant, vous voyez, il circule tous les drames, si vous voulez, qui sont tous fantasques sur le buzz de ce qui va nous tuer. Voilà, mais à l'époque, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Ebola qui allait tous nous tuer, je m'excuse de vous dire ça, j'étais tout jeune, c'est en 76 déjà. Donc, ma première garde après en 78, il y avait une alerte d'Ebola déjà sur Marignane. Il n'y avait pas plus d'Ebola à l'époque qu'ici, maintenant. Mais c'est récurrent, et donc à cette époque-là, d'un coup, les gens ont fantasmé sur la peste noire, et le nom peste noire, il faut savoir que c'est un nom qui a été donné 2 siècles après le début de la Grande Peste. Ce n'est pas du tout une description de la peste. C'est la peste noire, c'est-à-dire que c'est terrible. C'est un qualificatif noir qui était négatif. Pas du tout, c'est pas une fièvre hémorragique ni purpurine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des purpurats. Mais ce n'est pas ça du tout. Et la description de la peste, ce n'est pas du tout une maladie purpurique, c'est une maladie dans laquelle un certain nombre de personnes ont des bubons, qui est parfaitement décrit. Et d'ailleurs, dans la peste qu'ici on connaît, elle était décrite aussi par Guy de Chauliac, qui était médecin du pape, et qui était à Montpellier, et qui a décrit la peste bubonique, qui a décrit les bubons, des gens qui mouraient de la fièvre, des bubons. On ne connaît pas d'autres, c'est pas l'Ebola qui donne ça. Mais à partir de cet épisode-là, il y a des gens qui ont fait vraiment des best-sellers. Il y a au moins 3 best-sellers, je jaloux des best-sellers, j'écris des choses qui sont raisonnables. Et donc, quand on écrit des choses raisonnables, on ne les vend pas. Quand on écrit des couillonnades qui font peur, on peut vendre ça à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais je n'ai pas réussi à trouver le filon. Pour la grippe, moi je disais, avec les antibiotiques, tout ça, il ne va pas y avoir de drame. Et nos collègues parisiens, là, qui ont dit peut-être en France 500 000 morts, ils ont vendu 10 fois plus de livres que moi, en même temps, qui essayaient de décrire les choses que... Et ça ne sert à rien d'avoir raison, d'ailleurs. Ça ne sert du tout, à rien du tout. Hein. Et ça ne sert pas le coup d'après non plus, je vous rassure. Enfin, toujours est-il qu'il disait ça. Donc, pour moi, c'était une bêtise. Mais j'avais tort de considérer que c'était une bêtise. C'est une bêtise parce que c'était bien la peste, parce que je la voyais, moi, comme médecin. La description de la peste, c'est la peste. Il y avait en tout cas de la peste là-dedans. Et donc, ce n'était pas de la fièvre hémorragique. Et donc, eux, ils disent, mais c'est pas possible. Et après, ils disent, écoutez, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et ils disent, parce que la peste, c'est ça. Et là, la peste, c'est ce que tout le monde a appris. Et c'est pas vrai. Voilà. Donc ça, c'est la peste. Parce que, en réalité, depuis... je dirais Balthazar, c'est-à-dire les années 50, plus personne ne travaille sérieusement sur la peste ni l'épidémiologie de la peste, pendant 50 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que les choses deviennent des légendes. Plus personne ne réfléchit, plus personne ne travaille, et ce dont on se souvient, c'est de la chose la plus simple. Et la chose la plus simple, il s'est dit, voilà, alors la légende, c'est, voilà, Balthazar a montré ça, ça c'était vrai, c'est dans le sol, ça reste dans le sol. Moi, je crois que ça n'a jamais disparu d'Afrique du Nord, c'est ce qu'on pense avec Michel, c'est resté dans les chocs, là, tout le temps, depuis des siècles. Et régulièrement, il y a des cas sporadiques qui étaient reconnus, qui sont reconnus, qui ne sont pas reconnus. Mais ça, là où l'homme est concerné, c'est que de temps en temps, ces rongeurs infectent par leur puce des rongeurs qui sont anthropophiles. Dans ces rongeurs anthropophiles, quand certains meurent, eh bien, certaines peuvent piquer l'homme. Donc, et les hommes vont faire des pestes, et puis de temps en temps, ils vont se cracher dessus, ce qui arrive. Et en toussant, donner des pneumonies. Et si vous imaginez qu'un truc pareil, ça peut tuer des millions de gens, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et en plus de ça, vous le voyez, c'est dans les moments froids. Moi, je vous l'ai dit, les puces de rats, c'est les moments chauds. Ça, je sais, parce que je travaille aussi sur les puces. Donc, c'est pas vrai. Donc, ils avaient raison sur une chose, c'est que ça n'explique absolument pas un truc qui ravage un tiers de la population de l'Europe. C'est pas vrai. Et en plus, sur les données pas anthropologiques, anciennes sur les rats, l'invasion des rats dans les villes, on sait que c'est arrivé relativement tard dans le nord d'Europe du fait de la très grande froideur de l'Europe. Donc il posait une vraie question sur le plan démographique et écologique, mais leur interprétation, c'est que ça n'était pas la peste. Moi, je continuais à penser que c'était la peste parce que je n'avais pas de questions cliniques. Et est arrivé un jour, les anthropologistes sont arrivés, et donc on a fait ce que j'appelle effectivement le bon, la brute et le truand. Alors nous, c'est les bons, Michel et moi. La brute, c'est le dentiste, il arrache les dents, et les truands, c'est eux, parce qu'il fallait bien que quelqu'un fasse les truands. Et donc c'est ce qu'on a conclu. Et donc il fallait bien les trois, parce qu'on a travaillé effectivement. Tout ça, c'est des hasards. C'est amusant, la vie scientifique. Après, les gens vous réexpliquent qu'ils ont été malins, ils ont pensé, je ne crois pas un mot. Ce qui s'est passé, c'est que par hasard, Olivier nous a dit ça, puis par hasard, Olivier a été contacté parce qu'on a fait le tunnel sous la Major, que c'était plein de squelettes. Au bout d'un moment, les squelettes se sont révélés être ceux de la Grande Peste, et il est arrivé avec un carton plein d'os
et de crâne en disant Didier, est-ce qu'on peut me montrer que c'est la peste? Et il se trouve que j'avais un étudiant en master dont je ne savais pas quoi faire, qui était dentiste. Et donc je lui dis, puisque c'est ça, que les os ça ne marche pas, tu vas faire les dents. Voilà, ça s'est passé comme ça en pratique. Et je l'ai appelé dans le couloir en disant Gérard, tu vas voir, tu vas faire la peste des dents. Il s'en souvient encore. Hein. Mais enfin, il est devenu célèbre, il a passé une thèse et il est devenu maître de conf grâce à la peste des dents. Après, c'est sérieux, on a fait des modèles expérimentaux, etc. Mais ça s'est passé comme ça en pratique. Donc c'est du hasard, les circonstances, le fait d'être à Marseille, qui ont permis qu'on travaille là-dessus. Et donc ce qu'on a inventé, c'est de travailler, si vous voulez. Alors, c'est de travailler sur la pulpe dentaire. Donc, on a découvert à cette occasion qu'au milieu des dents, il y a un organe, qui est un organe extrêmement vascularisé, qui a la même consistance que la rate, et qui contient, après la mort, un petit échantillon de sang circulant au moment de la mort. Et que donc, vous pouvez faire, entre guillemets, une hémoculture, quelques dizaines, centaines d'années après, parce qu'il est resté un peu de sang là-dedans, et nous, de faire du diagnostic moléculaire, honnêtement, c'est notre métier. Maintenant, d'en faire 150 000 ou 200 000 par an, on en faisait déjà beaucoup à l'époque, et donc on invente une PCR, une première PCR là-dessus, et puis on publie ça. On a eu beaucoup de chance parce que ça avait été édité par Joshua Lederberg, qui était le plus grand infectiologue du XXe siècle, qui nous l'a édité dans le PNAS. C'est une super histoire, très bien. Et puis, c'est une autre chose qui est amusante, c'est comme ça qu'on a travaillé avec Eusebie, c'est à l'époque, c'est encore un hasard, j'étais président d'université, et il y avait un autre président d'université qui était à Toulouse, qui s'appelait Georges Larouille, qui vient me voir et me dit Didier, j'adore ton travail, je fais de l'anthropologie parasitaire, c'est super le papier que tu as fait dans le PNS, tu veux pas en faire un avec nous parce que je viens de nommer un type qui s'appelle Crubesi et qui vient de faire l'investigation d'un charnier de peste à Montpellier. C'est tout ça, c'est tout du hasard. Voilà, j'ai dit très bien, super, parce que nous on avait travaillé sur celle de 1720 et ça c'était celle vraiment du XIVe siècle, du XVe siècle. On a travaillé pour nous. Bon, très bien. Où il y avait une mortalité absolument colossale à Montpellier. Et c'est ce qui avait été décrit justement par Guy de Chauliac. Donc on avait la description clinique et on avait les squelettes pour travailler dessus. Et dedans, ça c'était la première fois qu'on manipulait la PCR de la peste. Donc on ne pouvait pas avoir été contaminé, on n'avait jamais fait de peste dans ce laboratoire. Donc on ne travaillait jamais dessus, c'était par hasard qu'on travaillait dessus. Mais là, on avait déjà travaillé, donc on a inventé un mécanisme que j'ai appelé la PCR suicide, après qu'on a discuté avec Michel, pour savoir si on avait appelé ça la PCR Kleenex, c'est-à-dire c'est la PCR à usage unique. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas être contaminé parce qu'elle est à usage unique. C'était bien, le génome avait été publié, donc on pouvait prendre autant de bouts de PCR qu'on voulait. Si elle est positive, comme c'est la première fois que vous l'amplifiez, je ne vois pas d'où ça peut venir, à part du coin que vous avez amplifié. Pas de témoin positif. Donc c'était une vraie stratégie pour se mettre à l'abri de tous les risques de discussion autour de la contamination, sur lequel on n'était pas vraiment inquiet, parce que c'est notre métier de diagnostic, nous, on n'était pas des anthropologues. Oh, non, mais on nous apportait les os, on nous fait le diagnostic là-dessus, que ce soit là-dessus ou autre chose. Honnêtement, c'est notre métier, on reçoit des prélèvements du monde entier, on doit recevoir 20 000 prélèvements hors de France pour faire du diagnostic, ça va, par an, donc on sait ce que c'est. Mais on s'en est pas douté. Et donc, on a commencé à dire, voilà ce que c'est la paléomicrobiologie, voilà comment il faut faire, donc on expliquait aux gens. Et puis, ces deux oiseaux, là, c'est extraordinaire, ces deux oiseaux qui n'avaient jamais fait le PCR de leur vie, et lui c'était un étudiant, ils ont dit, voilà, écoutez, nous, on a essayé, alors ils n'avaient pas de dentiste non plus, ils ne connaissaient pas la PCR, il n'y a pas de dentiste, donc ils ont coupé les dents au milieu plutôt que de faire ce que fait ce malheureux Gérard, de les séparer, d'aller gratter, etc. Il devait avoir des inhibiteurs ou je ne sais pas quoi, ils ont essayé, ça n'a pas marché, et comme ça n'a pas marché, ils ont dit, ben, c'est eux qui se sont trompés. C'est pas nous, c'est eux qui se sont trompés. Après, je ne sais pas trop comment on s'était trompé, mais en tout cas, on s'était trompé. Et c'est rentré ça, alors, en résonance. Je peux vous dire que les mêmes ont été travaillés. Il y a les génomes entiers qui ont été sortis de ces dents. D'accord. C'était mauvais, c'est tout, c'était pas leur métier. Hein. Mais celui-là, en particulier ce Gilbert, il faisait une espèce de... À chaque fois qu'on cherche, ces journalistes, ils ne savent jamais, je ne sais pas si les journalistes, ils aiment bien qu'il y ait quelqu'un qui dise le contraire. Et lui, à chaque fois qu'il y avait une découverte, c'était le spécialiste pour dire le contraire. En réalité, il doit avoir un nombre d'interviews dans sa science absolument incroyable. On lui a demandé si c'était vrai que les hommes modernes pouvaient avoir des ancêtres de Néandertal. Non, comme chacun sait. Je crois qu'on lui demande moins son avis quand même. Avec le temps, si vous voulez, ça finit par marquer. Les gens se tromper tout le temps, c'est un truc. Mais en tout cas... Il racontait partout, dans tous les trucs, que c'est pas vrai, que c'est controversé. Alors, en particulier, il pétonnait sur Wikipédia en disant c'est toujours pas ce que c'est que la peste. Et comme c'est rentré en résonance avec les gens qui faisaient des best-sellers, si vous voulez, en disant mais c'est pas la peste, c'est rentré, mais finalement, c'est peut-être pas la peste. Et donc,
peu importe. Et il disait, voilà, de toute manière, c'est pas possible, l'ADN est trop petit. Alors, je ne sais pas, personne n'avait testé l'ADN de bactéries avant qu'on ait commencé. C'était le premier à le faire, de cet âge. Personne ne le savait. Mais le premier type qui avait fait de l'ADN chez les humains, il avait fait une contamination avec les humains, ce qui est plus facile à faire qu'avec de la peste, si vous voulez, dans un laboratoire. Et donc, il dit attention, il y a des contaminations. Oui, oui, si vous faites de l'homme, et que vous contaminez avec l'homme, ce n'est pas une énorme surprise. Il faut prendre des précautions, salle blanche, c'est compliqué. La peste, à moins de travailler la peste, c'est un peu difficile de contaminer avec. Hein. Et donc, ils en avaient déduit que l'ADN c'était trop petit, l'ADN trop pour pouvoir faire de la PCR. C'est une énorme bêtise, parce que en réalité, les gens qui ont fait les dents, après, ils ont fait du CSS standard, et puis ils ont fait ça sur des trucs qui avaient 4000 ans, ça marche très bien. Hein, donc, c'est pas vrai. Voilà. Mais c'est pareil, c'est des choses que j'aime, c'est les modèles mathématiques. Après, il y a même des mecs qui ont publié modèles mathématiques de dégradation de l'ADN bactérien. Alors ça, c'est un sommet de déconnage collectif. Là, donc, enfin, et voilà. Et donc, eux, ils disaient, non, c'est pas vrai, finalement. Qu'est-ce que c'était c'était pas ça, c'était probablement une fièvre hémorragique. Ce qui était intéressant, parce que ça voulait dire que, eh bien, ça pouvait revenir. Est-ce que de croire que la peste va revenir maintenant, tuer des millions de personnes, il faut être un peu rêveur. C'est pas le cas, ça ne reviendra pas. Voilà. Ça reste dans des zones, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Voilà, et donc, voilà, vous voyez, une théorie qui, à la fin, ça s'imposait, c'est-à-dire l'ADN, c'est trop petit. Et donc, tout ça est passé, et donc, une fois, même la BBC est venue ici, nous interviewer, à la fin, ils nous ont dit, c'est des oiseaux, c'est pas vrai. Donc, la BBC, ils ont dit, c'est pas la peste, c'est pas vrai. Et les dents, c'est pas ça qu'il faut travailler. Donc, c'est intéressant, mais moi, je dis ça aux étudiants pour pas qu'ils croient que pour pas qu'ils croient que la vie de cherche. C'est facile. Il suffit pas de découvrir des trucs, de trouver, ensuite d'être assez peu suspect sur la signification de ce qu'on fait. Vous voyez. Ensuite, il y a une vraie bagarre derrière qui est d'arriver à le faire. Et puis, il ne faut pas s'en inquiéter. Hein, plus c'est violent, plus c'est important. Donc il ne faut pas, si ça passe inaperçu, personne ne dit le contraire, c'est que ça n'a aucune importance et que vous avez travaillé pour rien. Donc le seul truc important, c'est plus c'est violent, si tout le monde est contre, et plus il y en a qui sont contre, plus c'est important. Voilà, ne soyez pas inquiets, je leur dis. Et depuis, alors, avec Michel, on a fait un point sur tout ce qui avait été fait. Alors nous, on a testé beaucoup, mais Signoli en a fait quelques infidélités avec les uns et les autres, en donnant aussi ses squelettes à d'autres équipes, et il a bien fait. Ce qui prouve qu'on n'était pas le seul à trouver ça. Et petit à petit, vous voyez que ça, c'est tous les endroits dans lesquels on l'a trouvé, y compris en Angleterre, bien que les premiers à avoir dit qu'il n'y en avait pas, c'était les Anglais. Et donc, ensuite, on a mis au point, nous, des techniques de détection des antigènes avec l'immuno-PCR, et puis Michel a mis ça sur la protéomique. Et puis, enfin, des gens ont, avec une technique qui était très originale. Mais celui-là, la Poinard, faisait partie des gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'évidence que c'était la peste. Oui, c'est assez intéressant. Donc, au moins 3 papiers avant celui-là. Hein. Et finalement, quand ils se sont mis au boulot, avec un vrai travail techniquement magnifique qui était de créer des billes avec tous les gènes de Yersinia pestis et de faire de l'absorption de gènes avant de le séquencer. Ça marchait très bien. Du coup, au lieu d'avoir un morceau, comme nous on faisait, ils avaient tout le génome. Et ils ont publié ça. Ils ont d'abord montré qu'effectivement, les dents, la pulpe dentaire, c'est ce qui est le plus efficace, de très loin. C'est 4 ou 5 fois plus productif que les os. Et ils ont publié ça. Et ce qui est extraordinaire, ils ont publié ça dans Nature en 2011. Vous vous rappelez que nous, nos papiers, c'est 98 dans PNAS, d'accord ? Eh bien, il y avait 17 publications qui avaient été faites sur l'amplification d'ADN de Yersinia pestis dans les dents, et dans ce papier de Nature, il n'y en a aucun qui était cité. Ils ont présenté ça comme étant le premier papier qui montrait qu'Yersinia pestis était l'agent de la peste. Donc vous voyez que la science, c'est de la guerre. Hein, voilà. Il n'a cité aucun des papiers qui avaient été publiés. Je m'en fous, je le dis partout. Ils ont l'air un peu ridicules maintenant, parce que quand même, je le dis partout, je l'écris partout. À la fin, ça se sait que ni les reviewers, ni les auteurs n'ont fait leur travail. Ils ont voulu faire les malins en disant qu'ils étaient les premiers. S'ils n'avaient pas dit qu'ils étaient les premiers, ça n'aurait pas été pris dans la nature. Voilà, c'est comme ça. Et depuis, bien entendu, les choses se sont multipliées. Vous voyez qu'il y en a maintenant qui ont 5000 ans, et on voit bien que sur ce travail, vous voyez, c'est les dents qui donnent la meilleure rentabilité pour des dents de l'âge de bronze. Voilà, donc on voit les branches là. Et donc on a maintenant l'histoire moléculaire de la peste avec l'ensemble de ces données. Alors la question est, ils avaient raison quand même. Les gens de dire c'est bizarre, ça colle pas avec ce qu'on sait. C'est vrai. Donc on a repris, nous, pour essayer de comprendre. Vous voyez que la description historique, c'est Procope. Et puis, donc la peste, c'est bien la peste. C'est vrai, c'est bien les bubons. Hein, c'est Saint-Roch, le saint qui protège de la peste, qui montre son bubon. Vous voyez. Et pour essayer de comprendre,
eh bien, il faut revenir à ce que disait Zinsser. Il n'y a pas 36 trucs qui donnent des pandémies qu'on connaisse. Il n'y a pas 36 000 dans l'histoire. Il y en a quelques-unes. Il y a les infections respiratoires, c'est extrêmement transmissible. Les maladies sexuellement transmises, ça donne des épidémies épouvantables aussi. Bien sûr, les moustiques, ça donne des épidémies, fièvre jaune, et les poux. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et donc, l'idée qu'une zoonose, vous voyez, qui reste une zoonose, pas une maladie à transmission interhumaine, puisse tuer 30% de la population, c'est un fantasme. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Et je ne crois pas que ça arrive. C'est pas vrai. Il faut un truc qui soit incroyablement transmissible interhumain pour arriver à un truc pareil. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, c'était décrit pratiquement depuis l'époque de Yersin. Yersin avait déjà trouvé dans les poux. Balthazar avait toute une série de papiers, avec un problème majeur. C'est que les gens qui ont travaillé sur l'épidémiologie de la peste étaient tous francophones exclusifs, et que leurs travaux n'ont pratiquement jamais été traduits. Ni ceux de Balthazar, ni ceux de Mollaret ultérieurement, et seulement une partie de ceux de Yersin, et même le reste du monde a mis longtemps à reconnaître que Yersin, qui n'était pas français, qui était suisse, mais qui écrivait, qui était francophone, avait découvert un certain nombre de choses, dont les foyers telluriques, dont le fait qu'on les trouvait dans les poux, et y compris dans une dernière micro-épidémie du Maroc, Balthazar avait rapporté que le poux était probablement un des médiateurs majeurs. Alors pour pouvoir dire que c'est vrai, il y a une manière de penser qui est assez raisonnable, c'est ce qu'on appelle coupable par voisinage. C'est-à-dire que si vous avez, au cours d'une épidémie, 2 microbes qui circulent, il est vraisemblable que le mécanisme de transmission est le même. Ça a un sens, si vous voulez. Donc c'est vectorisé par la même chose. Et donc, nous, bien sûr, on sait que Provazeki et Quintana, ça circule ensemble. Moi, j'ai exploré une des dernières grandes épidémies d'infection par les poux de la guerre de Burundi, Rwanda, Congo, où il y avait une co-transmission en même temps de Provazeki et de Bartonella Quintana. On a trouvé la même chose chez les soldats de Napoléon. Il y avait une co-circulation avec les poux de Provazeki. Là aussi, on ne peut pas imaginer que les soldats de Napoléon, ils n'auraient pas pu avoir de transmission par autre chose que les poux. Il fallait du froid et de la guerre. D'accord ? Et donc, on a ensuite, bien entendu, créé des modèles expérimentaux, montré que c'était parfaitement transmissible par le poux, et que le poux, les lapins infectés par la peste pouvaient infecter les poux, et que ces poux pouvaient réinfecter des lapins par la peste. D'ailleurs, dans les tests historiques, c'était extrêmement intéressant de voir que, contrairement à ce que disait La Fontaine, les animaux n'étaient pas malades de la peste. Et on trouvait quelques rares, mais il n'y a pas de description d'hécatombe des animaux. Or, la peste a atteint à peu près tous les mammifères. Donc c'est que le modèle, c'était un modèle de transmission interhumaine stricte, ou pratiquement, donc avec des cas sporadiques et les micro-épidémies liées au rat, et ensuite devenue une maladie interhumaine à transmission majeure. Et donc une des raisons qui nous a fait confirmer ça, alors bien entendu ensuite on a renvoyé une équipe sur le terrain pour aller récolter ça. On va y retourner en République démocratique du Congo, un des 2 coins qui restent avec Madagascar, où il reste des petites bouffées de peste, et on a collecté là des poux et trouvé le Yersinia pestis à la fois dans les poux de corps et dans les poux de tête, ce qui est une chose qui est un peu inquiétante. C'est peut-être la seule chose inquiétante, c'est que le poux de tête, quand même, c'est extrêmement banal. Et donc ça explique aussi pourquoi la peste a disparu d'Occident d'abord et des pays développés ensuite. C'est parce que les poux ont disparu. Si vous habitez Marseille, vous savez bien que les rats n'ont pas disparu. Alors, vous ne sortez pas le soir. Sinon, les rats, il y en a beaucoup plus maintenant que ce qu'on avait en 1720. Mais il n'y a pas de peste. Il y a eu les quelques cas de peste sporadique que nous, on a eu en Afrique du Nord et qu'on a investigué, ils étaient ruraux, ils n'étaient pas urbains. Donc il y a une vraie question, c'est la disparition des poux de corps. Et avec la disparition des poux de corps, on a vu disparaître les grandes pandémies. Et effectivement, dans l'endroit dans lequel on a fait l'investigation, c'est-à-dire en Congo, on a trouvé plein de poux de corps. Donc là où il y a des poux de corps, il peut y avoir encore des poux d'hommes. Et donc ce nouveau modèle, alors là, pour une fois, j'étais d'accord avec lui, ce qui est rare pour les modèles, mais il y a eu un nouveau modèle qui a été publié là maintenant, en disant, écoutez, les modèles ne marchaient pas du tout pour la peste, mais si on intègre les ectoparasites humains, en particulier poux, alors on peut parfaitement expliquer le développement de la peste au Moyen-Âge. Et donc, voilà, donc c'est pareil pour les autres. On a eu l'occasion de mettre des co-transmissions, en particulier de Bartonella Quintana et d'Yersinia pestis,
à Venise, et qui avec Signoli à bout de rame, Michel, pratiquement toute la bande des truands, qui a permis de dire, écoutez, si on a une co-transmission à un moment de Bartonella Quintana et de Yersinia Pestis, c'est probablement parce que les deux étaient ensemble. Voilà. Et je crois que c'est tout, si ce n'est le travail de Michel sur maintenant la persistance de Yersinia Pestis dans la terre salée. Donc, effectivement, c'était bien de la peste. Effectivement, c'est le diagnostic de peste, mais ça n'expliquait pas l'épidémiologie avec quelque chose qui était sédimenté par 50 années, en particulier par des auteurs qui n'avaient jamais lu le français. Et donc, un travail que l'on a fait avec Michel, qui m'a été demandé par les Américains qui travaillent dessus, par Gage, m'a dit, mais écoute, ce que tu me dis, personne ne le sait ailleurs qu'en France, donc il faut que vous l'écriviez. Mollaret avait écrit une grande partie de ce livre. On l'a écrit en anglais, et du coup, maintenant, quand il y a des pestes sporadiques aux États-Unis, quand il y a des pestes sporadiques, ils vont faire l'investigation qu'avait écrite Mollaret, c'est-à-dire chercher dans la terrier des chiens de prairie en particulier, et on les trouve dedans. D'accord. Et donc, effectivement, il y a des foyers telluriques dedans qui entretiennent la zoonose, et de temps en temps, la zoonose, c'est une zoonose, c'est-à-dire qu'il y a des cas humains, mais pour que ça se transforme en pandémie, moi je crois qu'il faut des trucs. Très bien.